Il y a des nuits où le Mississippi charrie autre chose que de la boue. Parfois, quand le brouillard s'épaissit sur les plantations abandonnées de la paroisse de Concordia, les vieux créoles baissent la voix et parlent d'une presse à coton qui n'a jamais cessé de fonctionner. Pas celle actionnée par des mains humaines, celle qui écrasait les os aussi lentement que les fibres. Celle d'Aaron Beauchamp, l'homme qui transforma 7 surveillants en papier humain pendant une nuit entière de 1857. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Combien d'entre vous connaissent vraiment l'histoire cachée de votre propre région? Maintenant, permettez-moi de vous ramener dans la Louisiane d'avant la guerre de sécession. Une Louisiane que les manuels d'histoire préfèrent embellir ou simplement oublier. La paroisse de Concordia s'étendait comme une plaie le long du fleuve Mississippi, entre Natchez au nord et Bâton Rouge au sud. C'était une terre grasse, noire, perpétuellement humide, où le coton poussait avec une vigueur obscène. Les plantations y prospéraient comme des tumeurs blanches dans la chair du delta. Et parmi toutes ces exploitations, une se distinguait par sa productivité exceptionnelle et sa réputation sinistre, Bellevue Plantation. Bellevue appartenait à Édouard Roussel, un créole de la 3e génération dont la famille avait fait fortune dans le commerce triangulaire avant de se reconvertir dans la culture du coton. Les Roussel n'étaient pas les planteurs les plus riches de Louisiane, mais ils étaient probablement les plus méticuleux. Édouard tenait des registres d'une précision maniaque. Chaque balle de coton pesée au gramme près, chaque heure de travail comptabilisée, chaque naissance et chaque décès parmi ses 143 esclaves consignés dans des livres de comptes qu'il conservait dans son bureau, comme d'autres auraient gardé une Bible familiale. La maison principale de Bellevue était une demeure à colonnes blanches typique de l'architecture néoclassique louisianaise, avec ses galeries couvertes et ses jalousies qui filtraient la lumière torride de l'été. Mais c'était dans les dépendances que se révélait la vraie nature de l'endroit. Les quartiers des esclaves formaient 2 rangées de cabanes en planches disjointes, sans fenêtres véritables, juste des ouvertures couvertes de toile en hiver. Entre ces 2 rangées, un espace boueux servait de cour commune où les enfants jouaient pieds nus dans la terre rouge mêlée aux déchets. Plus loin, les champs s'étendaient à perte de vue, quadrillés avec une précision militaire. Et au cœur de cette géométrie agricole se dressait le bâtiment qui nous intéresse, l'égreneuse. Ce n'était pas une simple grange, c'était une cathédrale industrielle dédiée à la transformation du coton brut en or blanc. Le bâtiment mesurait près de 20 mètres de long sur 12 de large, avec une charpente en chêne massif capable de supporter le poids considérable des machines. À l'intérieur, 3 égreneuses Whitney fonctionnaient pendant la saison de récolte, actionnées par un système de courroies reliées à une roue hydraulique alimentée par un bras détourné du bayou voisin. Mais ce qui dominait l'espace, telle une idole païenne au centre d'un temple, c'était la presse à coton. Imaginez une structure de bois et de fonte de près de 4 mètres de haut. 2 énormes vis en acier, épaisses comme des cuisses d'homme, traversaient un cadre de chêne renforcé par des équerres métalliques. Ces vis actionnaient une plaque de pression massive, capable d'exercer une force de plusieurs tonnes sur le coton placé dans la cage inférieure. Le processus était simple et brutal. On remplissait la cage de coton égrené, on tournait les vis à l'aide de longues barres de fer, et la plaque descendait lentement, comprimant les fibres, jusqu'à former une balle dense de 200 livres, maintenue par des sangles de jute. Le mécanisme produisait un grincement caractéristique, un cri aigu du métal contre le bois, accompagné du craquement sourd des fibres qui se compactaient. C'était un son que tous les esclaves de Bellevue connaissaient intimement, car beaucoup d'entre eux avaient perdu des doigts, des mains, ou pire encore dans les rouages de cette machine implacable. L'air à l'intérieur de l'égreneuse était toujours saturé d'une fine poussière blanche qui flottait en suspension, pénétrant les poumons, collant à la sueur, transformant les travailleurs en spectres cotonneux. L'odeur mêlait le végétal sucré des fibres, la graisse rance des mécanismes et une note métallique de sang qui ne partait jamais vraiment.
Nous sommes en 1856, une année où les tensions entre le Nord et le Sud commençaient à devenir palpables, même dans les recoins isolés de la Louisiane rurale. Les abolitionnistes gagnaient du terrain dans les États du Nord. Les chemins de fer clandestins multipliaient leurs routes d'évasion. Et dans le Sud, les planteurs répondaient par un durcissement des conditions et une surveillance accrue. C'est dans ce contexte qu'Édouard Roussel prit une décision qui allait sceller le destin de cet homme et marquer à jamais l'histoire occulte de sa plantation. Il engagea des surveillants professionnels. Avant 1856, la surveillance à Bellevue était assurée par un contremaître blanc et quelques esclaves de confiance promus au rang de conducteurs. Mais les rumeurs d'insurrection, réelles ou fantasmées, avaient rendu Roussel paranoïaque. Il voulait des hommes sans attache locale, sans pitié, capables d'imposer une discipline de fer. Il fit appel à une agence de la Nouvelle-Orléans spécialisée dans ce type de recrutement. L'agence lui envoya 7 hommes dont les noms figurent encore dans les archives fragmentaires de la paroisse: Caleb Hendricks, Silas Gantry, Josiah Cade, Nathaniel Voss, Thaddeus Quinn, Lucius Webb et Isaiah Carmichael. Ces 7 hommes n'étaient pas de simples surveillants. C'étaient des professionnels de la brutalité, des hommes qui avaient appris leur métier dans les plantations les plus dures des Caraïbes et du Mississippi profond. Ils arrivèrent à Bellevue en février 1856, avec leurs fouets, leurs chaînes et leur réputation. Hendricks, le chef du groupe, était un homme maigre au visage taillé à coups de serpe, avec des yeux d'un bleu délavé qui ne sciait jamais. Il avait travaillé dans les plantations de canne à sucre de Cuba avant de remonter vers la Louisiane. On disait qu'il pouvait placer son fouet au centimètre près, ouvrant la chair sans toucher l'os, infligeant une douleur maximale sans compromettre la capacité de travail. Gantry était son lieutenant, un colosse aux mains larges comme des pelles qui préférait les punitions physiques directes. Il avait la réputation de pouvoir briser un homme en 3 coups bien placés. Les 5 autres formaient une meute disciplinée, chacun avec sa spécialité dans l'art de maintenir l'ordre par la terreur. Cade excellait dans les humiliations publiques. Voss tenait les registres des punitions avec une minutie obsessionnelle. Quinn surveillait les quartiers la nuit, apparaissant sans bruit dans l'obscurité. Webb s'occupait des fugueurs, les traquant avec des chiens qu'il dressait lui-même. Carmichael, le plus jeune, était chargé de l'égreneuse, où il faisait régner une discipline particulièrement cruelle. Leur arrivée transforma Bellevue. Les esclaves qui chantaient parfois dans les champs se turent, les enfants qui jouaient le soir disparurent dans les cabanes. L'atmosphère devint lourde, chargée d'une angoisse permanente. Les punitions, auparavant relativement rares et mesurées, devinrent quotidiennes et spectaculaires. Le poteau de flagellation près des quartiers ne restait jamais vide longtemps. Édouard Roussel supervisait tout cela depuis la galerie de sa maison, un verre de whisky à la main, satisfait de voir sa productivité augmenter de 15% en 3 mois. Les balles de coton s'empilaient plus vite. Les récoltes étaient traitées en un temps record, et lors de ses voyages à la Nouvelle-Orléans, il pouvait se vanter auprès de ses pairs d'avoir enfin trouvé la méthode pour maximiser le rendement de sa main-d'œuvre. Mais dans les cabanes des esclaves, un nom commençait à circuler en murmures. Un nom prononcé avec un mélange de crainte et d'espoir. Un nom qui deviendrait synonyme de vengeance. Aaron. Aaron Beauchamp n'était pas né à Bellevue. Il était arrivé à l'âge de 22 ans, vendu par une plantation de la paroisse voisine après la mort de son ancien maître. C'était en 1854, 2 années avant l'arrivée des 7 surveillants. Les registres d'Édouard Roussel le décrivent avec cette précision clinique qu'il appliquait à tous ses biens. Nègre Aaron, 22 ans environ, 6 pieds 1 pouce de hauteur, forte constitution, aucune cicatrice visible de flagellation, sait lire malgré les interdictions, aptitude particulière pour les mécanismes, prix d'achat $1200. Cette dernière notation était remarquable. $1200 représentait le prix d'un esclave qualifié, bien au-dessus du tarif standard. Roussel avait payé cette somme parce qu'Aaron possédait un talent rare. Il comprenait les machines. Dans une plantation, un tel talent valait de l'or. Les égreneuses tombaient régulièrement en panne, les courroies se rompaient,
Les rouages se grippaient. La plupart des planteurs devaient faire venir des mécaniciens blancs de Natchez ou de la Nouvelle-Orléans, perdant des jours précieux de production. Mais avec Aaron, Roussel disposait de son propre expert sur place. Aaron avait appris son métier de son père, un forgeron qui avait réussi l'exploit de racheter sa liberté avant de mourir dans un accident d'atelier. Pendant les premières années de sa vie, avant d'être vendu pour payer les dettes du domaine, Aaron avait vécu dans un monde de fonte et d'engrenages, apprenant à lire le langage secret des métaux et des mécanismes. Physiquement, Aaron ne ressemblait pas aux autres esclaves de Bellevue. Là où la plupart étaient maigres et voûtés par le travail des champs, lui possédait une musculature dense, forgée par des années de manipulation d'outils lourds. Ses mains portaient les cicatrices caractéristiques du forgeron. Brûlures anciennes, cals épais, ongles perpétuellement noircis par la suie et la graisse. Mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était son regard. Un regard qui ne baissait jamais les yeux assez vite, qui semblait toujours calculer, évaluer, mesurer. Un regard dangereux pour un esclave. Durant les 2 premières années à Bellevue, Aaron vécut dans une relative tranquillité. Roussel lui avait attribué une cabane individuelle près de l'égreneuse, un privilège extraordinaire. Il passait ses journées à entretenir les machines, à remplacer les pièces usées, à optimiser les mécanismes. Le soir, il étudiait les dessins techniques que Roussel lui prêtait, apprenant à comprendre des systèmes de plus en plus complexes. Il avait même formé une sorte d'amitié prudente avec quelques autres esclaves. Josiah, un homme de son âge qui travaillait au champ, venait parfois partager son maigre repas avec lui. Sarah, une femme qui servait à la maison principale, lui apportait parfois des restes de cuisine. Les enfants le regardaient avec curiosité lorsqu'il réparait les outils, fascinés par ses mains habiles. Aaron ne parlait jamais de liberté, ne montrait aucun signe de rébellion. Il accomplissait son travail avec une compétence qui forçait même le respect de Roussel. C'était un esclave modèle, du moins en apparence. Mais tout changea avec l'arrivée des 7 surveillants. Le premier incident eut lieu 3 semaines après leur installation. Aaron réparait une courroie de transmission dans l'égreneuse quand Isaiah Carmichael, le surveillant affecté au bâtiment, décida qu'il travaillait trop lentement. Sans avertissement, il abattit son fouet sur les épaules d'Aaron. Ceux qui étaient au présent racontèrent plus tard qu'Aaron ne cria pas. Il se redressa lentement, la courroie de cuir toujours à la main, et regarda Carmichael avec cette intensité particulière qui lui était propre. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Aaron reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Carmichael l'avait senti. Il avait vu quelque chose dans ce regard, quelque chose qui l'avait dérangé au point qu'il en parla le soir même à Hendrix. « Il faut briser celui-là », dit-il. « Il se croit spécial parce qu'il sait réparer les machines. Il faut lui montrer qu'il n'est qu'un nègre comme les autres. » Hendrix était un homme patient. Il ne frappait jamais sans raison stratégique. Mais il comprenait l'importance de la hiérarchie. Et un esclave qui regardait un blanc dans les yeux représentait une menace potentielle pour l'ordre établi. « Donne-lui plus de travail », ordonna-t-il. « Qu'il comprenne que son talent ne lui donne aucun privilège. » Ce qui suivit fut une escalade méthodique. On doubla les heures d'Aaron. On lui retira sa cabane individuelle pour le mettre avec 6 autres esclaves dans un espace prévu pour 4. On réduisit ses rations alimentaires. Lorsque les machines tombaient en panne, on le réveillait en pleine nuit pour les réparer, puis on lui refusait le sommeil du matin. Aaron encaissa tout sans un mot. Il travaillait, réparait, maintenait les machines en état de marche. Mais ceux qui le connaissaient remarquèrent un changement subtil. Il parlait moins. Ses gestes devenaient plus précis, presque ritualisés. Et parfois, la nuit, on l'entendait marmonner des calculs, des mesures, des nombres incompréhensibles. Le second incident survint en août 1856, pendant la première récolte sous le régime des 7 surveillants. C'était une journée de chaleur écrasante, le mercure dépassant les 40 degrés à l'ombre. Dans l'égreneuse, la température atteignait des sommets insoutenables. Les esclaves qui alimentèrent les machines tombaient régulièrement d'épuisement et étaient remplacés immédiatement. La production ne devait jamais s'arrêter.
Aaron travaillait à la presse depuis l'aube, actionnant les grandes barres de fer qui faisaient descendre la plaque de compression. C'était un travail épuisant qui nécessitait une force considérable et une parfaite coordination. Chaque tour de vis devait être synchronisé, chaque pression calculée pour obtenir une balle de densité optimale. Il était en plein effort, les muscles tendus, la sueur ruisselant sur son torse nu, quand Silas Gantry entra dans les Greneuses pour son inspection quotidienne. Le surveillant était de mauvaise humeur, ayant passé la matinée sous le soleil à surveiller les champs. Il cherchait une raison de défouler sa frustration. Il trouva un prétexte dans la balle qu'Aaron venait de terminer. Elle était parfaite, dense et régulière, exactement comme les centaines d'autres qu'Aaron avait produites. Mais Gantry décréta qu'elle était mal compressée. « Refais-la », ordonna-t-il. Aaron leva les yeux vers lui. « Monsieur, cette balle est conforme. Si je la recompresse, les fibres vont se briser et... » Il n'eut pas le temps de finir. Gantry le frappa au visage avec une violence telle qu'Aaron s'effondra contre la presse. Le goût du sang emplit sa bouche. Autour d'eux, les autres esclaves figèrent, terrorisés. « Tu me contredis, nègre !» rugit Gantry. « Tu oses discuter mes ordres ?» Il saisit Aaron par la chemise et le projeta contre le cadre de la presse. Puis, avec une cruauté délibérée, il commença à actionner les vis, tandis qu'Aaron gisait partiellement sous la plaque de compression. « Tu veux savoir ce que ça fait d'être comprimé comme ton coton ?» ricana-t-il. La plaque descendit lentement. Les esclaves présents détournèrent le regard, incapables de supporter la scène. Aaron, coincé, ne pouvait pas bouger. La pression commença à s'exercer sur sa jambe droite, d'abord légère, puis de plus en plus forte. Ce fut Carmichael qui arrêta Gantry, non pas par compassion, mais par pragmatisme. « Hendrix a dit qu'on ne l'abîme pas trop », rappela-t-il. « C'est le seul qui sait vraiment réparer les machines. Si tu le blesses sérieusement, Roussel va te le faire payer. » Gantry cracha par terre mais relâcha les vis. Aaron roula hors de la presse, sa jambe meurtrie mais non brisée. Il se releva lentement, ne regardant ni Gantry ni Carmichael, et retourna à son travail sans un mot. Mais cette fois, quelque chose s'était définitivement rompu en lui. Le soir même, dans les cabanes, les esclaves parlèrent à voix basse de ce qu'ils avaient vu. Certains admiraient le courage d'Aaron, d'autres craignaient qu'il ne leur attire des ennuis. Josiah, son ami, vint le voir et trouva Aaron assis dans l'obscurité, fixant ses mains meurtries. « Tu dois faire attention, » murmura Josiah. « Ces hommes, ils cherchent une excuse pour tuer quelqu'un, pour montrer l'exemple. Ne leur donne pas cette excuse. » Aaron leva enfin les yeux. Dans la faible lumière de la lune qui filtrait par les interstices des planches, Josiah vit quelque chose qui le glaça. Les yeux d'Aaron n'exprimaient ni la peur ni la colère. Ils étaient froids, calculateurs, comme ceux d'un artisan contemplant un problème mécanique particulièrement complexe. « Ne t'inquiète pas, » dit Aaron d'une voix étrangement calme. « Je fais très attention. » Ce que Josiah ne pouvait pas savoir, ce que personne ne pouvait deviner, c'est que dans sa tête, Aaron avait déjà commencé à construire quelque chose. Pas un plan d'évasion, pas un complot d'insurrection, quelque chose de plus précis, de plus terrible. Il construisait une machine faite de temps, de patience et de connaissance intime des mécanismes. Une machine dont les rouages tourneraient lentement mais inexorablement. Une machine qui transformerait cet homme en leçon d'anatomie. Les semaines qui suivirent furent marquées par une série d'incidents mineurs dans les Greneuses. Une courroie qui se rompait mystérieusement. Une vis qui se dévissait toute seule. Un engrenage qui se grippait sans raison apparente. Rien de grave, rien qui ne puisse être réparé rapidement par Aaron. Mais chaque incident ralentissait la production, irritait les surveillants, augmentait la tension. Carmichael, responsable du bâtiment, se plaignait constamment à Hendrix de ses dysfonctionnements. Il accusait Aaron de sabotage, mais sans preuve. Et comment prouver le sabotage quand celui que l'on accuse est aussi celui qui répare tout? Surveille-le de près.
ordonna Hendrix. S'il tente quoi que ce soit, tu m'appelles immédiatement. Mais Aaron ne tentait rien d'évident. Il travaillait, réparait, obéissait. Ses mains continuaient leur danse précise dans les entrailles des machines. Et personne ne remarquait qu'à chaque réparation, il modifiait légèrement quelque chose. Un écrou serré différemment. Une goupille remplacée par une autre, légèrement plus faible. Une modification invisible qui, isolée, ne signifiait rien, mais qui, combinée aux autres, formait un ensemble cohérent. Aaron construisait sa machine, et les 7 surveillants, sans le savoir, devenaient les matériaux de cette construction. Septembre 1856 apporta les premières pluies d'automne, et avec elles, une modification dans l'atmosphère de Bellevue. Les champs de coton, vidés de leur récolte, ressemblaient à un champ de bataille après le passage des armées. Les tiges brisées pointaient vers le ciel comme des doigts accusateurs. La terre, épuisée par des années de monoculture intensive, exhalait une odeur aigre de décomposition. Dans les greneuses, le rythme de travail ne diminuait pas. Le coton récolté devait être traité, comprimé en balles, préparé pour l'expédition vers la Nouvelle-Orléans, puis vers les filatures du Nord et d'Europe. C'était la période où les planteurs comptaient leurs profits, où les esclaves comptaient leurs morts. Cette année-là, Bellevue avait perdu 12 esclaves. 3 de maladie, 2 d'accidents dans les champs, 1 noyé en tentant de fuir, 6 simplement épuisés, selon la terminologie glaciale des registres. Ce chiffre représentait un taux de mortalité de 8,4%, légèrement au-dessus de la moyenne régionale, mais considéré comme acceptable par Édouard Roussel. Le profit annuel compensait largement le coût de remplacement. Les 7 surveillants, eux, se félicitaient de leur succès. La productivité avait augmenté de 22% depuis leur arrivée. Roussel leur avait versé une prime substantielle et leur avait assuré que leur contrat serait renouvelé pour l'année suivante. Lors d'une soirée à la maison principale, il avait levé son verre en leur honneur devant plusieurs planteurs voisins, vantant leur efficacité. « Messieurs, » avait déclaré Hendrix ce soir-là, « la clé d'une plantation prospère n'est pas la bonté, c'est la discipline. Ces nègres doivent comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que l'obéissance absolue. Chaque signe de résistance doit être écrasé immédiatement et de manière exemplaire. » Ses 6 compagnons avaient approuvé bruyamment, ivres de whisky et de leur sentiment d'impunité. Ils ne savaient pas qu'à quelques centaines de mètres de là, dans l'obscurité de l'égreneuse, Aaron mettait la dernière touche à son œuvre. La transformation de la presse avait pris 7 mois de modifications subtiles. Chaque vis avait été imperceptiblement modifié pour tourner plus facilement dans un sens que dans l'autre. Le mécanisme de sécurité qui empêchait normalement la plaque de descendre sans charge avait été réparé de manière à pouvoir être désactivé. Les barres de fer utilisées pour actionner la presse avaient été remplacées par d'autres légèrement plus longues, offrant un meilleur bras de levier. Les points d'ancrage avaient été renforcés pour supporter une pression bien supérieure à celle nécessaire pour comprimer du coton. Aaron avait transformé un outil industriel en instrument de torture d'une efficacité terrifiante. Et le plus remarquable, c'est que personne ne s'en était aperçu. Pour les surveillants et même pour Roussel, la presse fonctionnait mieux que jamais, produisant des balles plus denses en moins de temps. Ils ne comprenaient pas qu'Aaron avait créé une machine capable de comprimer autre chose que des fibres végétales. Une machine capable de broyer le calcium, de faire éclater les organes, de transformer lentement un corps humain en une chose plate et méconnaissable. Une machine qui permettrait au bourreau de contrôler exactement la vitesse de compression, d'arrêter le processus pour prolonger l'agonie, de faire de chaque tour de vis une éternité de souffrance. Mais pour que sa machine fonctionne, Aaron avait besoin d'une opportunité. Il lui fallait un moment où les 7 surveillants seraient réunis dans l'égreneuse, isolés, vulnérables. Un moment où leur vigilance serait relâchée. Cette opportunité se présenta le 23 septembre 1856. Ce jour-là, Édouard Roussel devait partir pour la Nouvelle-Orléans afin de superviser la vente de sa récolte. Il serait absent pendant 4 jours.
Avant son départ, il réunit les 7 surveillants pour leur donner ses instructions. « Je veux que les dernières balles soient terminées avant mon retour », ordonna-t-il. « Car Michael, tu superviseras personnellement les opérations dans les Greneuses. Hendrix, assure-toi que tout se passe sans incident. Je ne veux aucun retard. » C'était exactement ce qu'Aaron attendait. Le maître absent, les surveillants concentrés sur l'achèvement d'une tâche urgente, la pression du temps qui les rendrait moins prudents. Toutes les conditions étaient réunies. Le 23 septembre au soir, après le départ de Roussel, Aaron approcha Carmichael avec une expression inquiète soigneusement calculée. « Monsieur, dit-il d'une voix où perçait une fausse anxiété, il y a un problème avec la presse. Un des points d'ancrage menace de céder. Si nous continuons à l'utiliser demain sans le réparer, toute la structure pourrait s'effondrer. » Carmichael le regarda avec suspicion. « Pourquoi tu ne l'as pas signalé plus tôt ? » « Je l'ai découvert il y a 1 heure à peine, monsieur. La fissure est très difficile à voir. Elle est sous la structure principale. » Carmichael hésita. Il avait promis à Roussel que les balles seraient en prête. Un effondrement de la presse signifierait des semaines de retard et une colère terrible du maître. Mais d'un autre côté, si Aaron disait vrai, « Montre-moi », ordonna-t-il. Aaron le conduisit vers la presse dans la pénombre de l'égreneuse. Il indiqua un point sous la structure où, effectivement, une fissure était visible dans le bois. Ce que Carmichael ne savait pas, c'est qu'Aaron l'avait créé lui-même 2 heures plus tôt. « Il faut renforcer tout le cadre », expliqua Aaron. « Cela prendra plusieurs heures de travail. Et j'aurai besoin d'aide pour maintenir les poutres en place pendant que je pose les renforts. » Carmichael jura. « Combien d'hommes ? » « Au moins 3 ou 4, monsieur. Plus il y en aura, plus vite ce sera fait. » Le surveillant réfléchit rapidement. Si le travail était fait cette nuit, la production pourrait reprendre normalement le lendemain matin. Il prit sa décision. « Je vais chercher les autres. Nous ferons ce travail cette nuit. » 1 heure plus tard, les 7 surveillants étaient réunis dans les Greneuses, éclairés seulement par 4 lanternes à huile qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Aaron avait préparé les poutres et les outils nécessaires. Il dirigeait les opérations avec une assurance calme qui ne suscita aucune méfiance. Après tout, c'était son domaine d'expertise. « Monsieur Hendrix, si vous pouviez tenir cette poutre ici. Monsieur Gantry, j'ai besoin de vous pour maintenir ce support. Monsieur Voss, pouvez-vous vérifier l'alignement de ce côté ?» Il plaçait chaque homme avec précision, comme des pièces sur un échiquier. Les surveillants, concentrés sur leurs tâches, ne remarquèrent pas qu'Aaron les disposait de manière très spécifique autour de la presse. Ils ne virent pas non plus qu'il avait discrètement retiré plusieurs goupilles de sécurité pendant qu'il feignait d'examiner la structure. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à le déclencher. Ce qui se passa ensuite dans les Greneuses cette nuit-là ne fut jamais complètement élucidé. Les seuls témoins directs étaient Aaron lui-même et les 7 surveillants. Et parmi ces 8 hommes, seul Aaron survécut pour raconter son histoire. Mais son récit, recueilli des semaines plus tard dans des circonstances que je détaillerai bientôt, fut jugé tellement abominable que les autorités décidèrent de le garder secret. Heureusement pour nous, un clerc zélé du bureau du shérif de la paroisse de Concordia avait pris des notes détaillées pendant l'interrogatoire d'Aaron. Ces notes, enfouies dans les archives poussiéreuses du palais de justice pendant près d'1 siècle et demi, furent redécouvertes dans les années 1980 par un historien local. Elles constituent le seul document authentique décrivant les événements de cette nuit. Je vais maintenant reconstituer cette nuit en me basant sur ces notes, complétées par les témoignages indirects des esclaves qui découvrirent la scène le lendemain matin. Il était environ 22 heures lorsque tout bascula. Les 7 surveillants étaient positionnés autour de la presse, selon les instructions d'Aaron, tenant des poutres, vérifiant des alignements, concentrés sur leurs tâches. La chaleur dans les Greneuses était étouffante malgré l'heure tardive. Les hommes avaient retiré leurs vestes, remonté leurs manches, la sueur coulait sur leurs visages. Aaron travaillait à fixer une dernière poutre de renfort lorsqu'il s'arrêta soudain. Plus tard, dans son interrogatoire,
Il décrivit ce moment comme une sorte de clarté cristalline. Tout lui sembla ralenti. Il voyait les 7 hommes autour de lui, épuisés par la longue journée, leur vigilance relâchée par la routine de la tâche. Il voyait la presse, sa presse, prête à accomplir la fonction pour laquelle il l'avait méthodiquement préparée pendant 7 mois. Il voyait les barres de fer qui servaient à actionner les vis, appuyées contre le mur, à portée de main. Il comprit que c'était le moment. Que s'il ne le saisissait pas maintenant, il ne se représenterait peut-être jamais. Sans un mot, sans un geste précipité qui aurait pu alerter les surveillants, Aaron posa son marteau et se dirigea calmement vers les barres de fer. Il en saisit une longue tige de métal pesant près de 20 livres, et avant que quiconque ne réalise ce qui se passait, il la fit tournoyer avec la force de ses 2 mains et frappa Silas Gantry à la base du crâne. Le coup fut d'une violence terrible, porté avec toute la force accumulée par des années de travail physique et des mois de rage contenue. Gantry s'effondra sans un son, son crâne fracassé laissant échapper un filet de sang noir dans la lumière jaune des lanternes. Les 6 autres surveillants se figèrent pendant une fraction de seconde, le temps que leur cerveau comprenne ce qui venait de se produire. Une fraction de seconde qui coûta la vie à Josiah Cade. Aaron pivota et abattit la barre de fer sur sa poitrine avec une force telle qu'on entendit distinctement les côtes se briser. Cade s'effondra en crachant du sang, la cage thoracique enfoncée. Maintenant, les 5 surveillants restants réagissaient. Hendrix hurla un ordre. Carmichael plongea vers son fouet accroché à sa ceinture. Webb et Quinn se précipitèrent vers Aaron. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils étaient tous positionnés à l'intérieur du périmètre de la presse, exactement là où Aaron les avait placés. D'un geste rapide, Aaron saisit une des chaînes utilisées pour sangler les balles de coton et la lança vers les lampes les plus proches. 2 lanternes se renversèrent, projetant de l'huile enflammée sur le sol. La lumière diminua brutalement, ne laissant que les flammes dansantes sur le plancher huileux et les 2 lanternes restantes pour éclairer la scène. Dans cette pénombre soudaine, Aaron avait l'avantage. Il connaissait chaque centimètre de cet espace, chaque machine, chaque obstacle. Les surveillants, eux, trébuchaient dans l'obscurité nouvelle. Aaron se déplaça avec une rapidité surprenante pour un homme de sa taille. Il contourna la presse, saisit une seconde barre de fer et frappa Nathaniel Voss au genou alors que celui-ci tentait de fuir vers la porte. Les rotules explosèrent sous l'impact. Voss s'effondra en hurlant, ses jambes formant des angles impossibles. Il restait 4 hommes valides. Hendrix, Carmichael, Webb et Quinn. Ils comprenaient maintenant qu'ils affrontaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Un esclave qui non seulement se rebellait, mais qui le faisait avec une violence calculée et impitoyable. « Sortons !» hurla Hendrix, tous ensemble vers la porte. Mais Aaron avait anticipé cette réaction. Pendant que les surveillants étaient concentrés sur leur travail de renfort, il avait discrètement fermé et barré la grande porte principale de l'égreneuse. Il ne restait qu'une petite porte latérale, et Aaron se tenait maintenant entre les surveillants et cette sortie. « Vous ne partez nulle part », dit-il d'une voix étrangement calme. Ce fut le moment où les surveillants réalisèrent pleinement leur situation. Ils étaient piégés dans ce bâtiment avec un homme qui avait passé des mois à planifier cet instant. Un homme qui connaissait chaque recoin de cet espace. Un homme animé d'une haine pure et méthodique. Webb tenta de charger Aaron directement, comptant sur sa masse pour le renverser. Aaron esquiva avec une agilité surprenante et frappa l'homme à la tempe en plein élan. Webb s'effondra, assommé mais vivant. Quinn et Carmichael attaquèrent simultanément de directions opposées. Aaron recula vers la presse, les attirant précisément là où il voulait qu'ils soient. Puis, avec un timing parfait, il saisit une des longues courroies de cuir utilisées pour les transmissions et la fit claquer comme un fouet géant. La boucle métallique à son extrémité lacéra le visage de Quinn, lui arrachant un œil. L'homme hurla et porta ses mains à son visage ensanglanté.
car Michael réussit à agripper Aaron par derrière, tentant de l'immobiliser. Pendant un instant, les deux hommes luttèrent dans la pénombre vacillante. Aaron, plus petit mais plus fort, parvint à se libérer en écrasant son talon sur le pied de Carmichael, puis en lui assénant un coup de coude qui lui brisa le nez. Le surveillant recula en titubant. Il ne restait que Hendrix debout et en état de combattre. Le chef des surveillants avait observé la scène avec une horreur croissante. Il comprenait maintenant qu'il faisait face non pas à une rébellion impulsive, mais à une exécution planifiée. Et il était le suivant sur la liste. « Aaron », dit-il en tentant de garder sa voix ferme, « tu réalises ce que tu as fait. Tu seras pendu pour ça. Torturé d'abord, puis pendu. Ils te feront subir des choses pires que tout ce que nous t'avons infligé. » Aaron s'arrêta et le regarda. Dans la lumière tremblante des lanternes, son visage luisant de sueur ressemblait à un masque ancien, inexorable. « Je sais, » répondit-il simplement. « Mais vous d'abord. » Il se précipita vers Hendrix, mais celui-ci, profitant de ce bref échange, avait saisi un outil tranchant utilisé pour couper les sangles. Il balafra Aaron au bras, ouvrant une entaille profonde. Le sang jaillit, noir dans la pénombre. Aaron recula, évaluant sa blessure. Ce n'était pas mortel, mais c'était douloureux, et cela affaiblissait son bras gauche. Hendrix vit son avantage et avança, brandissant son arme improvisée. « Tu n'es qu'un nègre, » cracha-t-il. « Tu crois vraiment pouvoir nous tuer tous ?» Aaron ne répondit pas. Il continuait à reculer, attirant Hendrix plus profondément dans l'espace autour de la presse. Le surveillant, concentré sur sa proie, ne remarqua pas qu'ils étaient maintenant entourés par les corps des autres. Gantry et Cad, morts ou mourants. Voss hurlant toujours, agrippant ses genoux brisés. Webb, inconscient. Quinn gémissant, le visage ruisselant de sang. Carmichael tentant de se relever, désorienté. C'est alors qu'Aaron fit quelque chose que Hendrix ne comprit pas immédiatement. Il lâcha sa barre de fer et courut vers la presse. Hendrix le poursuivit, pensant l'acculer contre la machine. Mais Aaron ne fuyait pas. Il saisissait les longues barres qui servaient à actionner les vis de la presse. Et il commença à tourner. Le mécanisme se mit en mouvement avec son grincement familier, ce son que tous les esclaves de Bellevue connaissaient si bien. Mais cette fois, le son prenait une dimension nouvelle, sinistre. La grande plaque de compression commença à descendre, lentement, inexorablement. Hendrix s'arrêta net, comprenant soudain ce qu'Aaron préparait. Il regarda autour de lui et réalisa avec horreur que lui et ses compagnons blessés se trouvaient tous dans la zone de compression de la presse. Aaron avait orchestré toute la confrontation pour les placer exactement là. « Non », murmura Hendrix. « Non, attends. » Mais Aaron ne s'arrêta pas. Il tourna la barre de fer, faisant descendre la plaque centimètre par centimètre. La structure modifiée de la presse permettait maintenant de comprimer un espace bien plus grand que celui normalement utilisé pour les balles de coton. Assez grand pour contenir 7 corps humains. Hendrix se précipita vers les bords, tentant de s'échapper. Mais Aaron avait anticipé cela aussi. Les modifications qu'il avait apportées à la presse incluaient des extensions latérales, des barres métalliques qu'il avait ajoutées sous prétexte de renforcement, mais qui servaient maintenant à bloquer toute sortie. « Vous ne comprenez pas », dit Aaron tout en continuant à tourner, sa voix étrangement calme malgré l'effort physique. « J'ai passé 7 mois à construire ceci, 7 mois à préparer votre cercueil. Chaque réparation, chaque modification, c'était pour ce moment. » La plaque continuait à descendre. Elle se trouvait maintenant à environ 2 mètres du sol. Les hommes blessés commençaient à comprendre ce qui allait leur arriver. Leurs gémissements se transformèrent en hurlements. Carmichael, le nez brisé, saignant abondamment, rampa désespérément vers Aaron. « Je t'en supplie, arrête ça. J'ai des enfants. » Aaron s'arrêta de tourner un instant. Il regarda Carmichael droit dans les yeux. « Sarah avait des enfants, » dit-il d'une voix plate. « Vous l'avez battue à mort il y a 2 mois. Ses enfants ont 3 et 5 ans. Ils demandent encore où est leur maman. » Il reprit sa rotation.
La plaque descendit encore. Hendrix, voyant qu'il ne pouvait pas s'échapper physiquement, tenta une autre approche. « Aaron, écoute-moi, je peux te donner de l'argent. Je connais des gens qui peuvent t'aider à fuir vers le nord. Tu pourras être libre, vraiment libre. » Aaron ne répondit pas. Il continuait à tourner, méthodique, régulier. La sueur ruisselait sur son visage, se mêlant au sang de sa blessure au bras. Mais ses mains ne tremblaient pas. Ses mouvements étaient précis, maîtrisés. La plaque était maintenant à 1,50 m. Les hommes valides devaient commencer à se baisser. Webb reprit conscience et comprit immédiatement la situation. Sa tentative de hurler fut interrompue par Quinn, qui, dans sa panique, se jeta sur lui en essayant de l'utiliser comme échelle pour atteindre le bord supérieur de la cage. « Arrête !» hurla Hendrix. « Pour l'amour de Dieu, arrête. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés pour tout. Vous êtes désolés, » répéta Aaron, comme s'il goûtait les mots. « Vous êtes désolés maintenant. Maintenant que vous êtes ceux qui vont être comprimés. Maintenant que vous êtes ceux qui vont supplier. » Il tourna plus vite. La plaque descendit plus rapidement. 1,20 m. Les hommes devaient maintenant s'accroupir. Voss, avec ses genoux brisés, ne pouvait pas se mettre en position et hurlait de douleur, alors que ses jambes étaient pliées dans des angles impossibles. « J'ai réfléchi longuement à la vitesse optimale, » dit Aaron, sa voix prenant un ton presque académique, comme s'il donnait une leçon. « Trop rapide, et vous mourriez trop vite. Trop lent, et vous pourriez trouver une façon de vous suicider avant la fin. J'ai calculé qu'environ 4 heures seraient appropriées. 4 heures. » La voix de Hendrix n'était plus qu'un couinement aigu. « Tu vas nous comprimer pendant 4 heures. »« Pas vous comprimer, » corrigea Aaron. « Vous écraser, lentement, très lentement. Je veux que vous sentiez chaque os se briser, chaque organe se rupture. Je veux que vous ayez le temps de penser à chaque personne que vous avez torturée, à chaque enfant que vous avez séparé de sa mère, à chaque homme que vous avez battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout. » 90 cm. Les hommes étaient maintenant forcés de s'aplatir complètement au sol. Ils commençaient à se battre entre eux pour l'espace, se poussant, se griffant, tout instinct de solidarité évanoui face à la terreur primitive de l'écrasement. Gantry, que tous avaient cru mort, laissa échapper un gémissement. Il était encore vivant, mais inconscient, étalé sur le sol de la cage. Les autres tentèrent de le déplacer pour se faire plus de place, mais il était trop lourd, et ils étaient trop faibles. 70 cm. La plaque touchait maintenant le sommet des têtes de ceux qui n'étaient pas complètement aplatis. Hendrix sentit le bois rugueux pressé contre son crâne. La pression n'était pas encore douloureuse, mais la sensation de ce poids inéluctable qui descendait, cette implacabilité, était plus terrifiante que n'importe quelle torture qu'il avait jamais infligée. « Aaron, je t'en supplie. » La voix de Carmichael était maintenant à peine audible, écrasée par les sanglots. « Tue-nous rapidement. Ne nous fais pas ça. » Aaron s'arrêta. Les hommes sous la plaque retinrent leur souffle, espérant qu'il avait changé d'avis. Mais il se contenta d'aller chercher une lampe et de la placer de façon à mieux éclairer la scène. « Je veux vous voir, » dit-il simplement. « Je veux voir vos visages quand ça commence vraiment. » Et il reprit sa rotation. « Si ce récit vous glace le sang, si vous vous demandez comment une telle horreur a pu se produire, laissez un commentaire avec ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Aimez cette vidéo pour soutenir ce travail de recherche historique. Et restez jusqu'à la fin, car la vérité sur cette nuit est encore plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. 50 cm. La pression commençait maintenant à devenir réellement douloureuse. Les hommes ne pouvaient plus bouger, cloués au sol par le poids qui augmentait progressivement. Leur respiration devenait difficile, sifflante. Le poids sur leur cage thoracique rendait chaque inspiration un effort conscient. Aaron ralentit sa cadence. Il voulait que cette phase dure. Il s'assit même sur un tabouret qu'il avait préparé, continuant à tourner la barre de fer d'un mouvement régulier, mécanique, infatigable. « Vous savez ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur cette presse ?» dit-il,
sa voix calme contrastant avec les hurlements sous la plaque. C'est à quel point elle est efficace. Vous prenez quelque chose de volumineux, d'encombrant, et vous le transformez en quelque chose de compact, de gérable. C'est assez fascinant d'un point de vue mécanique. 30 centimètres. Les premiers os commencèrent à céder. Ce furent les côtes, d'abord. Des craquements secs, comme des branches qui cassent, ponctuèrent les hurlements. Webb se mordit la langue si fort qu'il l'arracha presque, crachant du sang qui forma une flaque sombre sous son visage. Quinn, qui avait déjà perdu un œil, se mit à prier. Des fragments de Notre Père et de « Je vous salue Marie » mélangés à des supplications incohérentes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant. Arrête, je t'en supplie. Arrête, Dieu, fais qu'il arrête maintenant, et à l'heure de notre mort. Vos prières n'y changeront rien, dit Aaron. Croyez-vous que les prières de ceux que vous avez torturés ont changé quelque chose? Croyez-vous que Dieu les a écoutés? Vint alors le moment que Aaron avait anticipé avec une précision scientifique. Le moment où la pression devenait suffisante pour commencer à écraser les organes internes, mais pas encore assez pour tuer instantanément. La plaque était maintenant à environ 20 centimètres du sol. Les hurlements changèrent de nature. Ce n'étaient plus des cris de peur ou de douleur aiguë. C'était quelque chose de plus profond, de plus animal. Un son que les cordes vocales humaines ne devraient jamais produire. Un son qui montait des entrailles mêmes, un hurlement qui transcendait le langage et retournait à l'expression pure de l'agonie. Hendrix, dont le visage était maintenant comprimé contre le sol, réussit à cracher des mots déformés, comme « ment, peux, tu, comment je peux ?» Aaron s'arrêta de tourner. « Comment je peux ? Vous me demandez comment je peux ?» Il se leva et s'approcha de la cage, son visage maintenant à quelques centimètres de celui de Hendrix. « Je peux parce que je ne suis plus humain. Vous m'avez enlevé mon humanité. Chaque coup de fouet, chaque humiliation, chaque jour où vous m'avez traité comme moins qu'un animal, vous arrachiez un morceau de ce qui faisait de moi un homme. Et maintenant, vous découvrez ce qui reste quand on a tout enlevé. » Il retourna à sa barre et reprit sa rotation. 15 centimètres. Les corps commençaient à se déformer visiblement. Les flancs s'aplatissaient, les membres s'écartaient dans des positions impossibles. Le sang commençait à couler des nez, des oreilles, des bouches. Pas beaucoup de sang, pas encore, car les vaisseaux étaient comprimés, mais suffisamment pour former des flaques sombres. Carmichael perdit conscience, son cerveau ne recevant plus assez d'oxygène. C'était presque une miséricorde. Presque. Mais Aaron ne le laissa pas partir si facilement. Il arrêta la presse, alla chercher un seau d'eau et le jeta sur le visage de Carmichael. Le surveillant reprit conscience en sursaut, se retrouvant immédiatement plongé dans son cauchemar. « Non, » dit Aaron. « Vous restez éveillés, tous. Vous restez éveillés jusqu'à la fin. » 10 centimètres. Les crânes commencèrent à se fissurer. Pas à éclater, pas encore, mais à se fendre comme des coquilles d'œufs sous une pression progressive. Les yeux sortirent des orbites, poussés par l'augmentation de la pression intracrânienne. Les langues dépassaient des bouches, gonflées, violacées. Voss, dont les jambes avaient été les premières à être complètement écrasées, était mort quelques minutes plus tôt. Gantry n'avait jamais repris conscience. Il restait 5 hommes vivants sous la plaque. 5 hommes qui connaissaient maintenant une souffrance qu'aucun être humain ne devrait jamais connaître. Aaron continuait à tourner. Ses muscles brûlaient avec l'effort. La blessure à son bras saignait toujours, laissant une trace rouge sur le manche de la barre de fer. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. C'était devenu plus qu'une vengeance. C'était devenu un rituel, une cérémonie macabre qu'il devait accomplir jusqu'au bout. 5 centimètres. Les corps n'étaient plus reconnaissables comme humains. C'était une masse de chair, d'os brisés, de fluide corporel qui s'écoulait par les interstices de la cage. Les hurlements avaient cessé, remplacés par des gargouillements humides, des râles, des sons qui n'avaient plus rien d'humain. Hendrix était toujours conscient, miraculeusement, horriblement conscient. Ses yeux, maintenant gonflés et rouges, fixaient Aaron avec une expression qui dépassait la haine ou la peur.
C'était quelque chose de plus fondamental, de plus terrible. C'était la reconnaissance de sa propre mortalité, de sa propre insignifiance face à une force qui ne pouvait être ni suppliée, ni raisonnée. Aaron se pencha vers lui une dernière fois. « Vous voulez savoir ce qui m'a fait le plus mal ?» murmura-t-il. Ce n'était pas les coups, ce n'était pas la faim ou la fatigue, c'était que vous ne nous voyiez même pas comme des gens. Nous étions des outils pour vous, des machines de chair, et maintenant, regardez. Regardez ce qui arrive quand une machine décide de se retourner contre son utilisateur. Il se redressa et donna un dernier tour de barre. 0 centimètre. La plaque toucha le sol. Il y eut un dernier craquement massif, le bruit de ce qui restait d'ossature se brisant définitivement. Puis le silence. Un silence absolu, troublé seulement par le grincement de la presse qui continuait à exercer sa pression monstrueuse et le souffle rauque d'Aaron, épuisé par des heures d'effort. Il resta là, les mains toujours sur la barre, pendant un long moment. Puis, lentement, il relâcha la pression et commença à faire remonter la plaque. Ce qui fut révélé quand la plaque se souleva était au-delà de toute description. Ce n'était plus 7 corps, c'était une chose plate, une fresque cauchemardesque de ce qui avait été des hommes. Les membres étaient éclatés comme des saucisses trop cuites. Les crânes s'étaient ouverts, libérant leur contenu. Les os saillaient à travers la chair éclatée. L'ensemble baignait dans un mélange de sang, de fluides corporels et de matières organiques que même la lumière tremblante des lanternes ne pouvait rendre identifiable. Aaron contempla son œuvre. Aucune émotion ne se lisait sur son visage. Il était allé au-delà de la satisfaction, au-delà du dégoût, au-delà de tout sentiment humain. Il était devenu ce que les surveillants avaient fait de lui. Une machine de vengeance qui avait accompli sa fonction. Il alla chercher de l'eau et se lava méticuleusement, enlevant le sang et la sueur. Puis il s'habilla proprement et sortit de l'égreneuse dans la nuit de septembre. Le ciel commençait à pâlir à l'est. L'aube approchait. Les esclaves de Bellevue furent réveillés par l'absence du son de la cloche qui marquait habituellement le début de la journée de travail. Ils sortirent prudemment de leur cabane, s'attendant à une punition collective pour ce retard inexplicable. Mais les surveillants n'apparurent pas. Ce fut Josiah, l'ami d'Aaron, qui découvrit la scène. Il était entré dans l'égreneuse à la recherche des contremaîtres, pensant peut-être qu'il dormait quelque part après une nuit de beuverie. Ce qu'il vit le fit tomber à genoux et vomir jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. La nouvelle se répandit comme un incendie. Les esclaves accoururent, puis reculèrent horrifiés. Certains prièrent, d'autres pleurèrent. Quelques-uns, une minorité, eurent un sourire farouche et sombre. Aaron, lui, était assis sur les marches de l'égreneuse, attendant. Il n'avait pas tenté de fuir, il savait que c'était inutile. Sa vengeance était accomplie, et maintenant, il attendrait les conséquences avec la même patience méthodique qu'il avait appliquée à sa préparation. Le shérif arriva en fin de matinée, alerté par un esclave envoyé à la ville voisine. Il entra dans l'égreneuse avec 3 députés. L'un d'eux ressortit immédiatement pour vomir. Le shérif, un homme endurci par des années dans la Louisiane violente d'avant-guerre, dut s'appuyer contre le mur pendant plusieurs minutes avant de pouvoir parler. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il finalement d'une voix blanche. « Moi », répondit Aaron simplement, levant les mains pour être menotté. Le procès, si on peut l'appeler ainsi, dura moins d'1 heure. Il n'y avait aucun doute sur la culpabilité d'Aaron. Il avait avoué immédiatement, décrit méthodiquement ce qu'il avait fait, expliqué son plan en détail. Le juge, horrifié mais fasciné malgré lui par la sophistication du piège, avait pris des notes détaillées. La sentence était inévitable. Mort par pendaison. Mais avant l'exécution, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des esclaves de Bellevue et des plantations voisines commencèrent à venir témoigner. Au début, le tribunal refusa de les entendre, leurs témoignages n'ayant aucune valeur légale. Mais ils continuèrent à venir, par dizaines, puis par centaines. Ils racontèrent les horreurs infligées par les 7 surveillants, les coups gratuits, les viols, les meurtres déguisés en accidents.
les enfants vendus pour punir leurs parents, les familles séparées par caprice. Ils montrèrent leurs cicatrices, leurs membres brisés, leurs yeux aveugles. Le clerc du tribunal, celui qui avait pris les notes pendant l'interrogatoire d'Aaron, écrivit tout. Il compila un document de plus de 200 pages de témoignages, une litanie d'horreurs qui révélait la vraie nature de ce que les gens polis appelaient l'institution particulière du Sud. Ce document ne fut jamais utilisé au tribunal. Il fut classé, enterré dans les archives, trop dangereux pour être rendu public à une époque où le Sud tout entier se préparait à défendre son mode de vie. Mais il exista. Il existe toujours, quelque part dans les sous-sols humides du palais de justice de la paroisse de Concordia, témoignage muet d'une justice qui ne fut jamais rendue. Aaron fut pendu le 3 octobre 1856, 10 jours après sa nuit dans les Greneuses. Mais même sa mort devint une légende. Selon les témoins, et il y en eut plus de 1000 ce jour-là, Aaron monta à l'échafaud avec calme. Il refusa le capuchon qu'on voulait lui mettre sur la tête. Il voulait voir le ciel, dit-il. Et quand le piège se referma sous ses pieds, au moment où la corde se tendit, certains jurèrent avoir entendu non pas un cri de douleur, mais quelque chose qui ressemblait à un rire de délivrance peut-être, ou un rire de triomphe. Le rire d'un homme qui avait transformé son oppression en vengeance, sa douleur en action, sa mort inévitable en déclaration. Édouard Roussel revint de la Nouvelle-Orléans pour trouver sa plantation en chaos. Les esclaves restants refusaient d'entrer dans les Greneuses. Il dut la faire démolir et en construire une nouvelle. Mais même alors, la production ne redevint jamais ce qu'elle était. Les esclaves parlaient d'un fantôme dans les machines. Ils disaient que la nuit, on pouvait entendre le grincement de la presse, même après qu'elle eût été détruite. Ils disaient qu'Aaron était toujours là, attendant que d'autres surveillants cruels viennent, prêts à recommencer son terrible travail. Roussel lui-même ne se remit jamais vraiment de l'incident. Il commença à boire davantage, à négliger ses affaires. 5 ans plus tard, quand la guerre de sécession éclata, Bellevue était déjà en déclin. La plantation fut brûlée pendant une escarmouche en 1863 et Roussel mourut sans héritier l'année suivante. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Bellevue Plantation. Un historien déterminé peut encore trouver les fondations de la maison principale, envahies par la végétation louisianaise. Les quartiers des esclaves ont complètement disparu, retournés à la terre rouge dont ils étaient sortis. Mais les Greneuses, l'emplacement de les Greneuses est encore visible. C'est un carré de terre où rien ne pousse, ni herbe, ni arbuste. Juste une zone nue, stérile, comme si le sol lui-même se souvenait de ce qui s'était passé là. Les anciens de la région évitent cet endroit. Ils racontent des histoires aux enfants, des avertissements masqués en contes. Ils parlent d'un homme qui est devenu une machine et d'une machine qui est devenue un tombeau. Et parfois, disent-ils, lors de certaines nuits sans lune, quand le brouillard monte du Mississippi et enveloppe les ruines de l'ancienne plantation, on peut encore entendre ce son, ce grincement lent, régulier, implacable. Le son d'une presse qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le son de vis qui tournent éternellement, comprimant des fantômes de coton et de chair. Le son de la vengeance d'Aaron. Les archives officielles classèrent l'affaire comme une rébellion d'esclaves avec homicides multiples. Mais les gens qui connaissent vraiment l'histoire utilisent un terme différent. Ils l'appellent la nuit de la presse. Et ils se demandent, quand ils passent près de ces terres abandonnées, combien d'autres Aaron il y a eu. Combien d'autres machines de vengeance ont été construites dans le silence et la patience des opprimés. Combien d'autres histoires ont été enterrées, oubliées, effacées de l'histoire officielle. Parce que voyez-vous, le plus terrifiant dans l'histoire d'Aaron Beauchamp, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est de réaliser que ce qu'il a fait était, d'un certain point de vue, parfaitement rationnel, parfaitement compréhensible, parfaitement humain. Quand on pousse un homme au-delà de toute limite, quand on lui enlève tout ce qui fait de lui une personne, qu'attend-on qu'il reste?
Qu'attend-on qu'il devienne? Aaron avait trouvé sa réponse dans les mécanismes qu'il connaissait si bien. Il s'était transformé en outil de sa propre libération. Et l'outil qu'il avait choisi était la presse à coton. Cette machine conçue pour comprimer, pour densifier, pour transformer quelque chose de volumineux en quelque chose de compact et gérable. Il avait simplement appliqué ce principe à ses oppresseurs. Cette histoire vous a-t-elle troublé? Pensez-vous que tout cela s'est vraiment passé? Les documents existent, enfermés dans les archives. Les témoignages sont là, écrits de la main d'un clerc consciencieux il y a plus de 150 ans. Mais est-ce suffisant pour prouver la vérité? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Cette histoire est-elle vraie? Aaron était-il un monstre ou un homme poussé à bout? La vengeance peut-elle jamais être justifiée? Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires cachées de l'histoire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que le passé n'a plus de secrets. Car parfois, les secrets les plus sombres sont ceux que nous avons choisi d'oublier. Et souvenez-vous, quelque part dans la Louisiane profonde, il y a encore un carré de terre où rien ne pousse. Un carré de terre qui se souvient d'une nuit où 7 hommes ont été lentement, méthodiquement, transformés en papier humain par un esclave nommé Aaron Beauchamp, qui avait appris à transformer sa rage en mécanisme et son oppression en vengeance, tour après tour, centimètre après centimètre. Pendant 4 heures qui semblèrent durer une éternité. Dormez bien.